Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission, le Diplomate Club des Nations. Le Diplomate Club des Nations reçoit ce soir l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Congo. Avec monsieur l'ambassadeur, nous allons parler de la coopération Russie-Congo. Nous allons également aborder le sommet sur la Russie et l'Afrique, le sommet qui s'est tenu en juillet dernier. Nous allons aussi aborder la crise israélo-palestinienne. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission, le Diplomate Club des Nations. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à notre émission. Merci. Ce n'est pas pour la première fois. Le diplomate a l'habitude de vous recevoir dans cette émission. Le Congo organise le sommet des 3 bassins. Vous, en tant qu'ambassadeur au Congo, bien sûr, et en tant qu'un des partenaires du Congo, quel est votre avis sur l'organisation du Congo de ce bassin? Quel est votre avis aussi sur la question de l'environnement des 3 bassins concernant le climat? Bon, effectivement, nous allons vivre un grand événement dans quelques jours, qui est le sommet des 3 bassins. Une initiative du président de la République du Congo. Je crois que c'est un moment très important d'aborder les problèmes majeurs du développement des pays qui apportent une contribution la plus importante dans la conservation du climat sur notre planète. On verra la participation des chefs d'État et de gouvernement des 3 grandes régions du monde, 3 grands continents. Et sans doute la participation russe ne sera pas la plus importante, mais il y aura les représentants qui vont venir de Moscou, par exemple des chefs d'une banque, des plus grandes banques de la Russie, la Banque pour l'économie extérieure. Pour le moment, c'est déjà confirmé. Je vais participer, bien sûr. En ce qui concerne la connexion entre la Russie et les 3 bassins, je crois qu'on doit sans doute signaler et savoir que la Russie dispose d'un plus vaste dans le monde espace forestier, le plus grand dans le monde, à peu près le même que les trois bassins. Les 3 bassins. Je crois que nous sommes dans la même situation. Nous apportons la plus grande contribution et on doit voir comment ces pays, surtout les pays en voie de développement, doivent être confortés dans leurs efforts parce que ce sont eux qui sauvent le climat de la planète. Alors, je l'ai dit au début de notre entretien, en juillet dernier, la Russie a tenu son 2e sommet Russie-Afrique après celui de Sochi en 2019, dans un contexte international compliqué. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce sommet, monsieur l'ambassadeur? Bon, comme vous savez, les relations entre la Russie et l'Afrique portent un caractère historique. Je peux me dire que l'Afrique, c'est notre choix historique de notre politique extérieure. C'est pourquoi ce n'est pas le premier sommet, c'est le 2e. Nous avons déjà une certaine expérience. J'ai participé dans les événements de Saint-Pétersbourg. Je peux dire que c'était un succès. On a vu la participation de 17 chefs d'État et de gouvernement. Les autres pays ont été présentés à un très haut niveau. Beaucoup de questions économiques, humanitaires, du développement, d'investissement, de partenariat ont été discutées et le Congo était très visible. Il était très visible pendant ce sommet. Le président de la République du Congo a pris part dans toutes les séances de travail organisées pour les chefs d'État. Je peux dire que chaque jour,
on a eu 2 ou 3 événements au niveau des chefs d'État. Et entre autres, une rencontre particulière avec les chefs d'État de l'Afrique qui faisait partie de l'initiative africaine pour l'Ukraine. Donc, il y a eu aussi une séance, donc une rencontre en tête-à-tête entre le président de la Fédération de Russie et le président de la République du Congo, qui a duré au total à peu près presque 2 heures. Donc, ils ont discuté, ils ont parlé de tous les sujets, donc de notre coopération, de notre partenariat. Donc voilà, c'est pourquoi je peux confirmer que c'était vraiment un succès au niveau bilatéral. On a signé, je crois que 7 documents entre le Congo et la Russie. C'était surtout les mémorandums d'entente dans différents secteurs. Donc, et 7 mémorandums d'entente dans les différents secteurs. 7 protocoles et mémorandums d'entente dans différents secteurs. Voilà. Et parmi, bien sûr, les discussions et les projets en cours, les 2 présidents ont eu à échanger aussi sur les projets de construction de l'oléoduc et de production de l'électricité par les entreprises russes. Et où en sommes-nous exactement par rapport à ces projets-là? Le projet de l'oléoduc, c'est notre grande préoccupation. Pour le moment, on travaille pour finaliser le texte de l'accord intergouvernemental. Donc, il est à un stade vraiment final. Donc, il reste une toute petite chose à s'entendre. Donc, la phase des études a été déjà faite? La phase des études a été déjà faite. Donc, il s'agit d'un accord entre les 2 gouvernements. La partie congolaise a souhaité, quand tel document soit signé, la partie russe a accepté. Donc, et nous sommes à la stade finale de préparer ce texte. En ce qui concerne les autres sujets qui ont été abordés, oui, nous avons plusieurs possibilités d'accorder notre soutien au développement du secteur de l'énergie en République du Congo. Et il s'agit de la possibilité de développer l'hydraulique, l'énergie solaire et même dans une certaine perspective l'énergie nucléaire. Donc il y a plusieurs possibilités qui sont là. Donc les sociétés qui pourraient lancer ces projets s'intéressent à la République du Congo et on va travailler avec eux pour satisfaire aux besoins des Congolais qui sont vraiment en une certaine pénurie d'électricité. Quand on parle de la coopération entre le Congo et la Russie, on ne manque pas de parler du volet éducation où la Russie octroie plus de 250 bourses aux étudiants congolais. Vous avez raison, 250 bourses. Pour la 2e année consécutive, c'est 250 bourses. On travaille en coopération avec le ministère de l'Enseignement supérieur du Congo pour que la République du Congo puisse bénéficier des bourses dans les secteurs clés. Ça veut dire nous sommes obligés parfois d'expliquer aux futurs étudiants donc certaines choses comme les filières de l'agriculture, les filières de la médecine. C'est ça dont le Congo a besoin. Parce que tout le monde veut faire l'économie, la jurisprudence, les sciences numériques. Donc voilà. Et cette fois-ci, on a vraiment coopéré avec les ministères appropriés pour expliquer donc, aux futurs étudiants de la nécessité de choisir les choses dont le pays a besoin. Il y a le programme du gouvernement dans le secteur alimentaire, le développement du secteur et
la sécurité alimentaire sont en première ligne. Les zones sécurisées de l'agriculture sont déjà là. Donc c'est ça qu'il faut étudier. La médecine, oui, il faut dire aussi que la médecine, c'est aussi notre priorité. On a tout récemment le ministre de la Santé et de la Population, M. Mouroki, il a effectué une visite de travail en Russie. Il a rencontré son homologue et les chefs des 2 agences sanitaires. Donc avec chacun des 2 chefs de département, des 3 chefs de département, il a discuté les questions de coopération bien concrètes. Vous avez bien suivi l'action humanitaire de notre agence sanitaire à Dolisie pour faire face à cette épidémie des maladies intestines au mois de août. Dès que le président du Congo a exprimé son souhait au président de la Russie de voir une équipe au Congo, donc 3 jours après, l'équipe était là. 3 jours après. Donc on a déployé un laboratoire mobile, une équipe sur place. Donc ils ont travaillé pendant 1 mois. Donc et le travail était bien fait. Et on verra sans doute la suite. Il y aura, j'espère, un laboratoire mixte pour les études des maladies négligées ici au Congo. Il y a d'autres projets qui sont vraiment nombreux dans le secteur, y compris pour la filière d'oncologie, parce que le ministre a aussi visité le grand centre oncologique de Moscou, donc il a déjà fait une action humanitaire ici il y a 2 ans, au profit de la population des albinos. Et il a visité encore plusieurs centres hospitaliers de la Russie. Alors donc, je retiens que plusieurs projets sont en perspective en ce qui concerne dans le cadre de la coopération bilatérale entre le Congo et la Russie. Mais cette coopération va souffler sa 60e bougie en 2024. Qu'est-ce qui est prévu et quels sont les fleurons qu'on peut retenir aujourd'hui de la coopération Congo-Russie? On a déjà évoqué quelques sujets de notre coopération, donc la formation des cadres, la médecine, donc l'énergie, construction des grands objets d'infrastructure. Cette coopération ne date pas d'aujourd'hui. Effectivement, nous allons fêter au mois de mars les 60 ans de nos relations diplomatiques. L'Union soviétique, à l'époque, elle était venue ici au Congo à l'aide pour conforter les efforts du peuple congolais qui cherchait à construire son État indépendant, jeter les bases de l'économie indépendante, et former son armée, dans ses forces armées de sécurité. Dans le social, dans la médecine, Blanche Gomez est toujours là, l'agriculture. Nous avons vraiment une grande histoire de notre partenariat. Pour le moment, on travaille sur le sujet de 60 ans. C'est un peu prématuré de dire qu'est-ce qu'on va organiser en ce moment-là, mais je me rappelle bien qu'il y a 5 ans, on a fêté les 55 ans de notre coopération, on a quand même organisé certains événements. Le samedi 7 octobre dernier, le Hamas a attaqué Israël et causé le décès de centaines de personnes. La Russie a appelé à une désescalade et au cessez-le-feu immédiat. Cependant, elle s'est jusqu'alors refusée à condamner fermement cette attaque de Hamas. Pourquoi cette position? La position de la Russie est claire. Nous considérons que le conflit
au Proche-Orient n'a qu'une seule possibilité d'être résolue. C'est la fondation de l'État palestinien. Il n'y a pas d'autre solution. Sinon, on va toujours nous retrouver dans ces situations des escalades. Ce n'est pas pour la première fois que ça se fait entre la Palestine et l'Israël. Les Palestiniens ont un problème interne entre eux. Comme vous savez, c'est le problème de l'unité nationale. Il y a l'Organisation de libération de Palestine avec Mahmoud Abbas, le président, et il y a aussi le secteur de Gaza où c'est le Hamas qui fait les règles. Mais en ce qui concerne l'attaque, bien sûr qu'on ne peut pas soutenir une attaque qui a des traits quand même terroristes, parce qu'elle s'est résultée à une prise d'otages massive. Donc, et nous sommes préoccupés par ces faits-là, et on espère que les otages seront libérés. Mais voyons les choses en face. En ce moment-là, les Israéliens sont en train de bombarder massivement les quartiers résidentiels dans le secteur de Gaza. Nous sommes en train de constater que du côté de l'Israël, la réaction dépasse toutes les limites. Donc, les destructions massives ont des traits d'un génocide. Donc, il faut le dire clairement. Bien sûr que on ne peut pas soutenir ces actions-là des deux côtés. Mais si, quand on parle du Hamas, c'est quand même une organisation radicale. De l'autre côté, c'est un État, membre de l'ONU. Membre de l'ONU, oui. Le résultat de l'action de cet État, membre de l'ONU, est le génocide pur et simple. Le ministre de la Défense de l'Israël a dit clairement que les soldats israéliens ne seront pas jugés pour les crimes de guerre. Fin de citation. On a revu les documents qui précédaient l'invasion nazie contre l'Union soviétique. Il y avait aussi un paragraphe qui disait que les soldats allemands ne seront pas jugés pour les crimes de guerre. Drôle de coïncidence. Mais selon vous, qu'est-ce qui justifie cette position d'Israël à être sûr que les soldats ne seront pas poursuivis pour les crimes de guerre? Je crois que on peut parler des deux conflits. Celui qui sévit en Ukraine et celui qu'on voit actuellement au Proche-Orient. Oui. C'est justement, est-ce qu'on dit, selon certains analystes, que le conflit israélo-palestinien ferait l'affaire de la Russie pour que les yeux ne soient plus fixés vers le conflit Russie-Ukraine? Les fauteurs de la guerre en Ukraine et ceux qui se tiennent farouchement à l'Israël actuellement, donc ce qu'on appelle l'Occident collectif. Donc ils ont suffisamment de moyens pour jeter du bois, verser de l'huile dans les deux conflits. Donc je crois que on ne doit pas quand même... c'est pas cette préoccupation de notre part que voilà, avec le conflit au Proche-Orient, il y aura moins d'attention au conflit en Ukraine. Non, c'est pas ça du tout. Mais il y a des choses, des parallèles à faire. Donc c'est les méthodes occidentaux de mener la guerre. La Russie est le seul pays à respecter les lois de guerre, le droit humanitaire. Donc les autres ne s'en soucient pas du tout. Voilà. Les autres ne s'en soucient pas du tout. Monsieur l'ambassadeur, nous allons déjà vers la fin de notre entretien.
le comité olympique international vient de suspendre les pouvoirs du comité olympique de la Russie. Quel est votre commentaire à cela? Je rappelle que les Jeux olympiques se tiendront à Paris en 2024. Quel est votre commentaire par rapport à cette décision du comité olympique international? À mon avis, c'était une décision attendue. Parce que peu avant, le comité olympique de la Russie a dit a pris la décision que la Russie ne va pas participer dans les Jeux olympiques de Paris. En même temps, le comité olympique a refusé de faire le transfert de 80 millions de dollars, qui est notre, disons, contribution au fonctionnement du comité olympique international. C'est ça qui a choqué le comité olympique international, parce que c'est leur salaire qui en dépend. En ce qui concerne le fond des choses, il est clair que le comité olympique international, présidé par M. Bach, est devenu un instrument de pression sur la Russie, contre la Russie. En 2014, ils ont lancé une affaire truquée du dopage. Le président russe a dit ouvertement, il a même dit que les raisons sont même racistes. On a mis en dehors du mouvement olympique les athlètes russes et les Bélarusses. Les Bélarusses, pour quelle raison? Je crois que le président russe a raison. Il y a une tentative de la part du comité olympique international, une tentative de longue date de détruire le sport russe. Je veux rappeler que la Russie a été toujours dans le peloton des médailles des Jeux olympiques. Le sport en Russie, vraiment, c'est dans plusieurs filières est très fort. Donc, on ne peut pas imaginer les compétitions internationales de hockey sur glace, par exemple, de gymnastique, par exemple de nage synchronisée et beaucoup de patinage artistique. Donc, dans toutes ces, disciplines, maintenant, le sport international cherche le fond. Il fait le piqué comme ça. Donc, parce que les meilleurs athlètes sont mis dehors de ces compétitions. Monsieur l'ambassadeur, je crois bien que vous attendiez à cela, parce qu'après toute la campagne en Europe qui s'est passée par rapport au conflit Russie-Ukraine, je pense bien par rapport aux Jeux olympiques de Paris, vous attendiez à cela. Bien sûr, c'est pourquoi on a refusé de participer aux Jeux olympiques de Paris sans l'uniforme national, sans le drapeau national, ce qui était proposé. Donc pour quelle raison? Pendant toute cette période de siècles passés, de siècles actuels, là, il y a eu une multitude de conflits. Est-ce que quelqu'un a été pénalisé pour les guerres de Vietnam, d'Algérie, peut-être d'Irak, d'Afghanistan ou autres? Est-ce qu'on va avoir une suspension des athlètes israéliens lors des Jeux olympiques de Paris? Je ne crois pas. Et c'est l'obstination du Comité olympique international de faire participer aux compétitions féminines des femmes transgenders. Les ex-hommes transgenres, oui. Transgenres, donc c'est pas normal. Donc les femmes sont mises dans une condition où ils sont obligés à faire une concurrence à des personnes qui sont plus fortes génétiquement. Est-ce que c'est une chose qu'on peut soutenir? Non. Donc c'est pour ça que dans ce monde qui se veut multipolaire, on veut quand même
créer d'autres possibilités pour les athlètes, comme les jeux des BRICS et autres, donc promouvoir des alternatives au mouvement olympique international qui s'est révélé donc vraiment incompétent. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. Nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Si vous avez quelque chose d'autre à ajouter. Merci de m'avoir invité et merci pour les questions toujours intéressantes. C'est toujours le plaisir de participer dans votre émission, le diplomate. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à tous nos téléspectateurs dans le monde. Je dis merci à l'équipe technique qui m'a accompagné. Nous avons reçu dans cette émission l'ambassadeur de la Fédération de Russie. Avec lui, nous avons parlé de la coopération bilatérale entre le Congo et la Russie. Je remercie Yann Bossati qui est derrière cette caméra et Armel Etokabeka qui a réalisé cette émission. Je vous dis au revoir et à la prochaine occasion, avec le même plaisir et avec un nouvel invité. Au revoir.